habitué, Yvan Blot, qui va nous parler non pas de la Russie, ou de la Sainte-Russie, ou de Poutine, ce sera l'année prochaine, mais d'un livre auquel je vous invite à faire référence, L'homme défiguré. À plusieurs reprises, on a fait ici allusion à L'homme contre l'homme de Marcel de Corte. Cette année, vous avez eu le père Boboc qui a parlé surtout de bioéthique et de montrer comment l'homme était défiguré, et c'était le résultat d'une anthropologie fausse. D'abord, la tendance occidentale au dualisme, une mauvaise compréhension d'Augustin, et le matérialisme ambiant, et le père Boboc s'était appuyé en partie pour déconstruire ou montrer la perversité du projet moderne sur les travaux de Xavier Martin, où on voit cette volonté mécaniciste, matérialiste, et ça débouche fatalement sur le transhumanisme qui nous menace demain. Je pense avoir assez parlé. À vous, cher ami. Merci, frère Sévry. Je suis toujours heureux de venir parler en votre compagnie. Donc il s'agit là d'une conférence sur mon dernier livre qui s'intitule L'homme défiguré. La personne humaine face à l'immonde moderne. Alors je dois peut-être une petite explication sur le sous-titre. On a écrit immonde avec un trait d'union. C'est un jeu de mots évidemment entre le monde moderne et le fait qu'il soit éventuellement immonde. C'est pas moi qui suis à l'origine de cette astuce-là, c'est mon ami Jean-François Mattei, philosophe catholique, qui est mort malheureusement de façon tout à fait imprévue d'une maladie infectieuse il y a 1 an à peu près. Et d'ailleurs ce livre est dédicacé à Jean-François Mattei. Et il a fait un livre qui est tout à fait remarquable, qui s'intitule La barbarie intérieure, où il décrit justement cette barbarie moderne dans laquelle on est plongé aujourd'hui. Alors j'ai repris un peu ce thème. Alors l'homme défiguré, c'est parce que, bon, vous savez que dans les Saintes Écritures, il est indiqué que l'homme a été fait à l'image de Dieu, et cette figure humaine, curieusement, a complètement disparu de la vie esthétique occidentale, puisque depuis la victoire de l'art non figuratif, qui est devenu un art officiel pratiquement, il suffit d'aller dans les ministères pour s'en rendre compte, eh bien on ne représente plus jamais la figure humaine. On n'a jamais parlé autant des droits de l'homme, et on n'a jamais aussi peu représenté l'homme, le corps humain ou le visage, bien sûr. Mais c'est sans doute pas un hasard, justement. Alors, j'ai utilisé quelques outils, si vous voulez, pour essayer de décrire la situation de l'homme dans le monde moderne. D'abord, un outil qui nous vient de Heidegger, c'est celui de ce qu'il appelle le Gestell, c'est-à-dire l'arraisonnement utilitaire, le fait que l'homme devient une simple matière première du système économique et du système technique, dans un esprit d'utilitarisme général. C'est la première partie du livre, si vous voulez. Une deuxième partie du livre est consacrée à étudier de façon un peu plus précise la théorie des 3 cerveaux. Vous savez que les spécialistes du cerveau, après la Seconde Guerre mondiale, ont découvert que dans notre cerveau, il y avait 3 parties en réalité. Une partie instinctive, enfin une partie qui commande nos instincts, qu'on appelle le paléocortex, ou le cerveau reptilien, parce qu'on l'a en commun avec les reptiles. Un deuxième cerveau qui est le cerveau affectif, que nous avons en commun avec les mammifères, et un troisième cerveau qui commande, lui, la pensée abstraite, rationnelle et le langage, et qui est propre à l'espèce humaine. Donc je dirais quelques mots là-dessus, parce que dans le monde moderne, justement, on ne fait pas sa place normale aux 3 cerveaux. Il y a une combinaison qui est faite et qui est extrêmement perverse et qui aboutit à des décisions politiques catastrophiques. La troisième partie du livre, c'est lié d'ailleurs à la réflexion sur les 3 cerveaux et la nature de l'homme, la nature biologique de l'homme, je dirais presque. C'est la nécessité de la tradition. Pourquoi nous ne pouvons développer une civilisation qu'en respectant des traditions? Parce que, effectivement, les institutions les plus précieuses que nous avons
ne viennent pas de la biologie. Par exemple, la langue française. Bon, la langue française, c'est une institution importante qui nous permet de penser, de réfléchir, de communiquer. Or, c'est pas la biologie qui a créé la langue française, parce que on est obligé, chaque enfant est obligé de réapprendre la langue. C'est pas quelque chose de biologique. Ça n'est pas héréditaire, la langue. C'est un exemple, effectivement, d'institutions qui viennent de la tradition, parce que ce n'est pas non plus la pensée volontaire, un plan planifié qui a créé la langue française, ou même un génie à lui tout seul qui a créé la langue française. Donc c'est pas le produit de la volonté individuelle, c'est pas le produit de la biologie, c'est le produit de l'interaction de millions d'êtres humains sur un territoire donné pendant des siècles. Et ça, c'est la tradition, justement, c'est cette tradition. Donc j'y reviendrai. Et puis le quatrième point est consacré aux limites de la raison, en quelque sorte, ce qui nous conduit à réfléchir sur la spiritualité, à partir d'une phrase d'ailleurs de Heidegger, où il dit, quand il voit la situation pitoyable du monde moderne, à un moment Heidegger dit, mais il ne s'explique pas beaucoup, il ne donne pas beaucoup d'explications sur cette phrase, qui a beaucoup intrigué les professeurs d'université, surtout les professeurs qui ne sont pas chrétiens. Il a dit, seul un Dieu peut nous sauver. Alors, le dernier point, ce sera une esquisse de conclusion, si vous voulez. Est-ce qu'on peut espérer revenir un jour à l'humanisme classique, à l'humanisme chrétien, dans le cadre du monde actuel? Alors, première partie, si je puis dire, donc le Gestell, le raisonnement utilitaire. Bon, pour Heidegger, Heidegger veut dire par là, le mot Gestell, c'est un mot allemand. Je l'utilise parce que c'est vrai que la traduction en français est difficile, on ne peut pas traduire ça par un seul mot. Donc on dit l'arraisonnement utilitaire, ça c'est ce que les académiciens français ont trouvé, les professeurs de faculté. Ça veut dire que l'homme est entraîné presque malgré lui par un mouvement brutal et autoritaire vers l'utilitarisme. Il n'y a que les choses utiles qui sont importantes et tout le reste va être petit à petit abandonné. Donc c'est une des tendances de notre société. Et si la société devient totalement utilitariste, ben, l'homme lui-même, il doit être utile. C'est-à-dire qu'il va servir de matière première à l'économie, de matière première à la technique, et on va vouloir donc qu'il ait les qualités des matières premières. C'est-à-dire que les hommes aient le moins de personnalité possible, le moins de racines possible, de telle façon que les hommes puissent être interchangeables en quelque sorte, puissent être déplacés d'un endroit à l'autre sans aucun problème, avec des migrations, des choses comme ça. Et pour que les hommes soient interchangeables, bien l'idéal c'est qu'ils soient complètement égaux. Comme des boulets de charbon sont égaux dans un stock de boulets de charbon, dit Heidegger. Donc il faut que les hommes se ressemblent le plus possible, et c'est la justification de l'égalitarisme. On veut que les hommes aient le moins de personnalité possible, le moins de racines possible, parce que ça pourrait gêner cette interchangeabilité qui est très utile pour l'économie. On doit pouvoir utiliser n'importe quelle personne à n'importe quel endroit, etc. De la façon qui soit la plus facile possible. Donc les racines sont gênantes, évidemment, si les gens commencent à être attachés à leur patrie, à leur famille, à toutes sortes de choses de ce genre, à leur religion, ça empêche cette mobilité permanente. Il faut avoir un monde de nomades, en quelque sorte, pour que l'économie moderne puisse bien fonctionner. Donc c'est un raisonnement utilitaire. Alors pour Heidegger, il y a le monde. Il dit l'être humain ne se conçoit pas sans le monde dans lequel il fait partie, en quelque sorte. L'homme isolé, ça n'existe pas. C'est une vision là des philosophes du XVIIIe siècle. Mais dans la réalité, un être humain isolé, à la limite, ce ne serait pas un homme. On l'a vu avec le cas, c'est très triste d'ailleurs, des enfants sauvages qui ont été perdus et qu'on a retrouvés quelques années après, ils vivaient au milieu des animaux, etc. On n'arrive pas à leur faire retrouver le langage, par exemple, c'est très difficile. Leur psychologie a été atteinte de façon très profonde, même si c'est encore des êtres humains. Donc l'homme fait partie d'un monde. Et alors pour Heidegger, ce monde est structuré par 4 grandes valeurs, si vous voulez, ou 4 coordonnées, qui d'ailleurs sont très liées à Aristote, parce qu'Heidegger est un grand lecteur d'Aristote. Vous savez qu'Aristote dit que pour comprendre une chose, dans le monde humain en tout cas, il faut comprendre les 4 causes de chaque chose. Alors il prend l'exemple d'un temple grec. Il dit temple grec, ben, il y a une cause matérielle, c'est le matériau, les pierres, ça peut être du bois aussi d'ailleurs, mais enfin s'il n'y avait pas, cette cause matérielle, évidemment il n'y aurait pas de temple. On ne peut pas construire un temple si on n'a pas du matériau. Il y a la cause formelle, alors ça c'est le plan de l'architecte qui va ensuite permettre de construire le temple. Il y a la cause efficiente, dit-il, ce sont les hommes qui sur le chantier construisent le temple. Et puis il y a la cause finale,
qui d'une certaine façon est la plus importante, mais il faut qu'il y ait toujours les 4 causes. On ne peut pas avoir un objet à qui manquerait une des 4 causes. La cause finale, bah, c'est la religion grecque de l'époque. Évidemment, s'il n'y avait pas de religion, on n'aurait jamais construit de temple, ça c'est tout à fait clair. Donc il faut les 4 causes. Et d'ailleurs, un des drames, je le dis tout de suite, je fais une petite parenthèse, mais un des drames du monde moderne sur le plan politique, c'est que les hommes politiques qui sont formés notamment dans les écoles d'administration s'intéressent à la cause matérielle. La cause matérielle, c'est le budget, en fait, si vous voulez, les finances. Ils s'intéressent à la cause formelle, c'est-à-dire le droit, c'est-à-dire les lois. Donc on forme des juristes et des économistes. La cause efficiente sont les hommes. Alors ça, on n'en parle jamais. Il n'y a pas de formation, ni de culture générale, ni d'histoire, ni, à plus forte raison, d'anthropologie à l'École nationale de l'administration. On fait comme si tous les hommes étaient exactement tous pareils, bon, ce qui n'est pas le cas. Donc après, évidemment, on a des difficultés. Et puis, il reste la cause finale. La cause finale, on s'interdit d'en parler dans les écoles d'administration parce que ce serait touché très vite au domaine religieux et on veut être laïque. Bon. Alors, lorsque vous éliminez 2 des 4 causes, vous ne pouvez pas comprendre un problème, évidemment. Pour comprendre un problème, il faudrait pouvoir utiliser les 4 causes d'Aristote. Alors, les 4 causes d'Aristote ont été un peu transformées par Heidegger, qui dit que l'homme vit au milieu donc, de 4 grandes valeurs, ou de 4 pôles, en quelque sorte, qui sont alors la terre, le ciel, il dit, les autres hommes et la divinité. Alors, la terre, sont les racines, enfin, il faut l'entendre dans un sens plus vaste, mais enfin, c'est vrai qu'on a les pieds sur terre quand on vit. Hein. Le ciel, on l'a effectivement au-dessus de sa tête. Alors, le ciel, pour lui, ce sont les idées, les idéaux, le temps qui passe aussi. Les hommes, alors il les appelle les mortels parce que la caractéristique d'un être humain pour Heidegger, c'est avant tout d'être un mortel, car cette mort, il en est conscient, il sait qu'il ne pourra pas y échapper. L'animal n'en est pas très conscient, c'est une des grandes différences qu'il y a entre l'homme et l'animal. Et puis la divinité, parce que pour Heidegger, cette divinité, je dirais en quelque sorte inévitable, même si vous ne croyez pas en Dieu, c'est presque une façon d'avoir une attitude envers lui, si je puis dire. Donc, de toute façon, pour lui, ça fait partie des 4 pôles qui structurent la vie d'un homme normal, si je puis dire. Et alors ces 4 pôles sont complètement démantelés par le Gestell, par cette société utilitaire, c'est-à-dire que Dieu est remplacé par l'ego, par le moi. C'est-à-dire que le moi devient un Dieu. Et alors, comme le moi, il a toutes les imperfections que vous pouvez imaginer, évidemment, ça a des tas de conséquences. Et notamment le fait de faire de son moi un Dieu, c'est le péché d'orgueil, c'est le pire de tous, effectivement. Parce qu'à partir du moment où on se prend pour un Dieu, effectivement, on se croit permis de faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des guerres mondiales, qu'il y ait des catastrophes de toutes sortes qui s'abattent sur l'humanité. Donc Dieu est remplacé par l'ego. Les valeurs idéales, si je puis dire, qu'on pourrait synthétiser autour de l'idée du sens de l'honneur, sont remplacées par l'argent. L'argent, c'est la valeur suprême dans la société occidentale aujourd'hui. On le voit bien à toutes sortes de petits indices. Par exemple, c'est le seul critère autorisé par la loi de discrimination entre les hommes, l'argent. L'argent fait exception on ne peut pas, si vous commencez à faire un club en disant seuls les Français seront membres du club, vous pouvez le faire, sans doute, la loi ne vous l'interdit pas, mais ce sera très mal vu si la presse s'empare de ça, bien sûr. Si vous faites des clubs où il n'y a que des hommes, que des femmes, que des gens de telle ou telle race ou telle religion, ce sera toujours très très mal vu. Dans certains cas, ça pourrait même être condamné. Mais si vous faites un club en disant je prends dans mon club uniquement des gens qui gagnent plus d'1 million d'euros par mois, ça, il n'y a aucun problème, hein, au contraire. Donc on voit bien là que l'argent c'est le critère de discrimination parce que c'est l'idéal suprême. Et vous retrouvez cette idée de l'idéal suprême de l'argent, de Mammon, du veau d'or, qu'on trouve dans la Bible aussi. Vous le trouvez dans une statue extrêmement célèbre, que tout le monde en général s'accorde à louer, qui est une statue faite par un Français, malheureusement, qui était Bartholdi, la statue de la liberté qui est dans le port de New York. La statue de la liberté, il y a beaucoup de choses à dire dessus, je trouve, parce que c'est une statue maçonnique en réalité. Ceux qui l'ont construite en faisaient partie, puis les Américains aussi. Ça s'est fait avec l'aide de la maçonnerie américaine. La statue de la liberté, c'est une statue qui d'abord a été inaugurée dans des conditions assez étranges dont personne ne parle jamais. Mais vous savez que cette statue est sur une île, donc pour y aller il faut prendre le bateau, et quand elle a été inaugurée par le président Cleveland, eh bien n'avait accès sur l'île que les Blancs. Les Noirs américains étaient totalement exclus, interdiction absolue d'aller sur cette île, et les femmes, interdiction absolue aussi. Donc, statue de la liberté sans doute, mais pas pour tout le monde apparemment. Bizarre, hein, pour un pays qui se réclame comme étant le modèle indépassable des valeurs humaines.
Cette statue de la liberté, sur son socle, il y a un poème d'Emma Lazarus, qui était un poète sioniste, qui dit en substance à peu près, je n'ai pas les vers sous les yeux, là, mais encore qui sont dans mon livre, bien sûr. Elle dit en substance, elle dit toutes les foules misérables du monde entier, venez donc à moi, venez aux États-Unis, autrement dit, parce que vous y trouverez la liberté qui vous permettra de gagner de l'argent. Et elle dit mon flambeau, mon flambeau éclaire la porte d'or. Donc c'est bien l'or qui est considéré comme le but ultime de l'humanité. Et en même temps, d'ailleurs, ce poème, je dirais, égratigne au passage la civilisation européenne, puisque à un moment, Emma Lazarus fait dire dans son poème que il faut totalement mépriser les fastes et les richesses de l'ancien monde, tout ce qui est ancien, traditionnel, etc., même si c'est brillant et fastueux. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de racines. Et ces gens qui n'ont pas de racines, eh bien, je vais les éclairer pour qu'ils puissent faire la chasse à l'or, en quelque sorte. C'est toute une philosophie qui est là-dedans, si vous voulez, mais qui est profondément matérialiste. Et habituellement, j'ai pris l'habitude d'opposer cette statue de la liberté, qui est très figée, en plus, et qui est glaciale, si vous regardez son visage. Je l'oppose volontiers à une statue qui se trouve à Volgograd, autrefois Stalingrad, qui a été bâtie après la guerre pour fêter la victoire russe sur le nazisme, qui s'appelle La Mère Patrie appelle. Et c'est une très belle statue, je ne l'ai pas là en photo malheureusement, sinon je vous la montrerai. C'est une statue où on voit une femme avec une épée dans une main, qui brandit une épée et qui appelle ses enfants à la défendre. C'est-à-dire, autrement dit, à se sacrifier. Donc c'est exactement le contraire de la statue de la liberté. C'est l'idée de sacrifice, l'idée de patriotisme, l'idée de racine. C'est vraiment tout à fait l'inverse, quoi. Et c'est pas l'idée qu'on va acquérir de l'argent, qu'on va se goinfrer en quelque sorte. C'est au contraire. C'est qu'on est prêt à mourir pour sauver sa patrie, pour sauver sa mère en quelque sorte. C'est l'idée que la patrie est une mère. Idée qui est très chère aux Russes, mais en fait qu'on trouve aussi en France, puisque en France il y avait une belle chanson d'ailleurs, qui a été l'hymne de la République française, mais ça n'a pas duré. Hein. C'était uniquement en 48, pendant 2-3 ans. Il n'y a pas eu la Marseillaise. Je ne sais pas pourquoi. À l'époque, les gens ont trouvé que la Marseillaise, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur les paroles de la Marseillaise. Et donc, il y a une autre chanson que mon père aimait bien, parce que mon père était officier de marine et il me l'a chanté quand j'étais petit, qui dit, le refrain, c'est mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Et le premier couplet dit, à l'appel du canon d'alarme, le soldat, je ne sais plus, enfin le soldat va se mobiliser, enfin c'est pas tout à fait ça les paroles, et il ajoute allons, dit le soldat, aux armes, c'est ma mère, je la défends. Donc c'est cette idée justement de la mère patrie. C'est ma mère, je la défends. Donc des valeurs charnelles, si vous voulez, qu'on peut opposer aux valeurs abstraites qui sont celles de la statue de la liberté. Alors, je disais donc, oui, donc les 4 valeurs, Dieu, l'honneur, la personne humaine et les racines, sont remplacées dans le Gestell par 4 idoles, si on peut dire, qui sont l'ego, donc l'idolâtrie de l'ego. Et l'idolâtrie de l'ego va être mise en forme juridique à travers la Déclaration des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est les droits de l'ego, y compris des caprices les plus fous. Ce qui fait que c'est au nom des droits de l'homme qu'on va vous dire qu'il faut marier les homosexuels, c'est au nom des droits de l'homme qu'on a le droit de faire, je ne sais pas, de la gestation pour autrui, etc. On trouvera toujours cet argument des droits de l'homme derrière tous les caprices de l'ego. Et comme l'ego, il est souvent partiellement pervers, bah évidemment, ça peut donner des résultats. Et on l'a vu d'ailleurs dans la jurisprudence de la Cour suprême américaine, parce que ça, c'est un arrêt que j'aime bien citer, parce qu'il n'est pas très connu. L'arrêt de Dred Scott, c'est un arrêt du 19e siècle, où la Cour suprême, vous allez voir ce qu'elle fait avec les droits de l'homme. À cette époque-là, c'est donc un peu avant la guerre de sécession, le sud des États-Unis pratique l'esclavage et le nord des États-Unis ne le pratique pas. Et puis il y a un État qui est entre les deux qui s'appelle le Missouri. Et le Parlement du Missouri, brusquement, décide d'abolir l'esclavage. Et à ce moment-là, bien, les esclaves, évidemment, se libèrent. Et les propriétaires d'esclaves sont furieux. Et ils vont aller devant les tribunaux en disant qu'on les a privés de leurs biens. Et ça remonte jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême tranche en définitive. Vous allez voir comment elle a tranché. La Cour suprême, dans son arrêt Dred Scott contre Ferguson, déclare un parlement d'un État, en l'occurrence le Missouri, n'a absolument pas le droit de se permettre de détruire l'esclavage, parce que l'esclavage fait partie des droits de l'homme.
ça peut vous paraître bizarre, mais oui, parce que dans le Bill of Rights qui est accroché à la Constitution américaine, il y a la liste des droits de l'homme dans le Bill of Rights. Dans ce Bill of Rights, il y a marqué que tous ces droits sont absolus. Il n'y a pas la moindre nuance, ils doivent être appliqués de façon absolue. Et il y a dedans le droit de propriété. Et la Cour suprême dit que le droit de propriété est absolu, c'est bien marqué dans notre déclaration. Donc la propriété des propriétaires d'esclaves sur leurs esclaves, elle est absolue. Et donc si on commence à supprimer l'esclavage, on leur enlève leur propriété, donc on viole les droits de l'homme. Donc c'est pour vous dire, ça c'est la perversité humaine, hein, si vous voulez. Donc cette idée de mettre l'ego avant Dieu débouche sur ce genre de choses. Bon, le deuxième point, je l'avais dit, c'est le sens de l'honneur remplacé par l'amour de l'argent. Bon, j'en ai parlé. Le troisième point, c'est la personne humaine va être remplacée par les masses. On aura le culte des masses. Tout ce qui est la masse, la quantité, etc. Est apprécié. Par contre, la qualité de l'individu, de la personne humaine va être au contraire piétinée, méprisée, etc. On va dire que c'est de l'élitisme, de l'aristocratisme, tout ce que vous voudrez. Mais enfin, en tout cas, que c'est pas démocratique. Et puis, la quatrième idole, bah, c'est la technique. La technique se donne le droit de nous arracher à toutes nos racines. Et bien évidemment, quand on dit qu'il y a 4 idoles dans le monde moderne, qui sont l'ego, qui sont l'argent, les masses, c'est la technique, ça ne veut pas dire, il ne faut pas en tirer la conclusion, qu'il faut détruire son ego. C'est normal qu'on ait un ego, hein, bien sûr, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il puisse faire n'importe quoi, mais enfin c'est normal qu'on en ait un. L'argent, ça ne veut pas dire qu'on veut supprimer l'argent, hein, comme l'ont voulu certains communistes. Il ne s'agit pas de supprimer l'argent, bien sûr que l'argent est utile. Les masses, elles existent, elles consomment, il faut bien une économie pour nourrir les gens, etc. Donc il ne s'agit pas aussi de vouloir détruire les masses. Et la technique, elle rend des services, bien évidemment. Donc les 4 choses ne sont pas intrinsèquement mauvaises, c'est l'homme qui les rend mauvaises par ses péchés, je dirais. Et donc ces 4 choses ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais elles deviennent des idoles. Et dès lors qu'elles deviennent des idoles, là elles deviennent pour le coup extrêmement mauvaises, et d'où la perversion de la société dans laquelle on est. Alors d'où vient ce fameux Gestalt? Comment on en est arrivé là finalement? Pourquoi le monde a dérivé de cette façon-là? Alors d'abord, oui, une petite précision, pour Heidegger, il y a 3 formes de Gestalt au XXe siècle. La première, c'est le communisme, parce que le communisme, si vous regardez bien, il idolâtre les masses, il idolâtre la technique, ça c'est tout à fait clair. Alors il n'idolâtre pas l'argent privé, c'est vrai, mais il idolâtre bien sûr, je dirais, la finance de l'État, et puis il idolâtre l'ego aussi, puisque ça va jusqu'au culte de la personnalité, on va même jusqu'à momifier Lénine. Donc il dit, la première forme de Gestalt, c'est le communisme. La deuxième forme de Gestalt, c'est le nazisme. Et la troisième forme de Gestalt, bah, c'est la démocratie occidentale de type américain. Et là, évidemment, ça a valu à Heidegger beaucoup d'ennuis, parce que comment vous comparez Hitler et Staline avec les États-Unis, c'est une honte, etc. Il dit non, politiquement, c'est très différent. Je sais très bien que les États-Unis, c'est différent du Troisième Reich et que c'est différent du RSS. Politiquement, c'est très différent. Mais métaphysiquement, c'est la même chose. C'est la même chose parce que derrière, si vous remontez aux valeurs ultimes, finalement, c'est les mêmes valeurs qu'on retrouve dans tous les cas. La volonté de puissance, sans limite, sans respect d'un divin quelconque. Les masses, n'est-ce pas? La technique, c'est bien ça. Hein. Et on retrouve ça donc partout. Et la thèse d'Heidegger, c'est donc, à travers ces 3 variantes, donc le Gestalt de perdre son essence même. C'est-à-dire l'homme risque de perdre son humanité, en quelque sorte, en devenant simplement un outil pour le système économique et technique. Alors, d'où ça vient? Alors ça vient évidemment de la philosophie des Lumières, essentiellement. Ça vient de la philosophie des Lumières, et d'ailleurs c'est ce qu'ont pensé au XIXe siècle un certain nombre de philosophes russes, notamment. Je pense à Nicolas Berdyaev, par exemple, qui a fait cette critique, enfin, tous les philosophes qu'on appelle slavophiles, etc., notamment critiquaient l'Occident, en disant que c'était l'Occident qui amenait la disparition de la religion, qui amenait le culte du fric, le culte de la masse et de la technique. Et Dostoïevski dit exactement ça aussi, hein. Il dit cela aussi, et il pense d'ailleurs que ça conduira à une révolution où le sang coulera par fleuve entier, dit Dostoïevski, donc il est assez prophète de ce qui est arrivé. Donc ces lumières sont nées en Occident, et elles ont 3 défauts majeurs, je dirais. D'abord, c'est que la raison critique qui est appliquée à tout ce qui existe, et notamment à toutes les traditions, affaiblit les traditions parce que les traditions ne sont pas toujours justifiables en termes de raisons utilitaires individuelles. Par exemple, on peut imaginer une société où la famille n'existerait pas. D'ailleurs, je connais, moi, un économiste français qui a imaginé cela. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point il était convaincu ou si c'était un jeu de l'esprit. Un économiste ultralibéral
qui dit la famille, c'est contraire à la liberté, et c'est contraire donc au libéralisme, puisque d'abord le simple fait qu'il y ait un couple, l'homme et la femme, ça s'oppose à la liberté totale des échanges. Il faudrait que la liberté sexuelle soit absolue, et que chacun choisisse ce qu'il veut. Donc sinon c'est une atteinte à la liberté, donc c'est un monopole, et le monopole en économie est toujours mauvais. Deuxièmement, les enfants, il y a des couples qui ont trop d'enfants, d'autres qui en ont pas assez, il faudrait pouvoir échanger les enfants sur un marché. Et les enfants auraient un certain prix, etc. Et ce serait beaucoup mieux, puisque les gens qui n'ont pas d'enfants en auraient, donc ils seraient satisfaits, et ceux qui ont trop d'enfants seraient contents de s'en débarrasser, donc ils seraient satisfaits aussi. Donc la satisfaction, vous voyez, augmenterait, parce qu'en économie c'est ça, ce qui compte c'est la satisfaction du consommateur. Donc on arrive à des choses monstrueuses, c'est évident. Mais au nom de la raison, c'est toujours réfléchir, rationaliser. Donc la raison critique qui s'attaque à une tradition, souvent l'argumentaire strictement individualiste et utilitariste ne permet pas de défendre la tradition, ne permet pas de défendre la famille. Si on raisonne uniquement en termes d'utilitarisme individuel, à la limite la famille devrait être détruite. C'était l'opinion d'un certain nombre d'utopistes socialistes, notamment sur 2-3 siècles. On pourrait prendre d'autres exemples de traditions où c'est la même chose, évidemment. Les Lumières critiquent tout, puisque les Lumières n'acceptent que l'utilitarisme et le bonheur de l'individu, ils ne comprendront jamais la notion de sacrifice. Se sacrifier pour la patrie, ça n'a aucun sens. Évidemment, si vous raisonnez en termes utilitarisme, mon intérêt, etc., bon, on compare l'intérêt et le coût. Le coût, si c'est la mort, il devient total, donc il ne faut surtout pas le faire. Donc, faut pas Et à ce moment-là, si personne ne défend plus la patrie, vous voyez bien les catastrophes que ça mène. Donc ce genre de calcul utilitariste, c'est faussement rationnel, et en fait, c'est destructeur des traditions. C'est le premier grand défaut des Lumières, et c'est ce qui a mené à la Révolution française d'ailleurs. Parce que la Révolution française, c'était ça, c'était de dire il faut supprimer toutes les traditions et tout reconstruire à partir de la raison. Et tout reconstruire à partir de la raison, ça aboutit d'abord à une perte d'information, d'héritage considérable, parce que toute la sagesse des siècles disparaît dans ce cas-là, puisqu'on veut tout repartir à zéro. Et comme en général l'être humain est rebelle à cette construction artificielle, cette société artificielle qu'on veut lui imposer, quoi, finalement. Donc il faut le réprimer pour l'obliger à obéir, et on débouche très vite sur un régime de terreur. C'est pour ça que toute révolution a toujours une phase terroriste, effectivement, parce qu'il y a des gens qui s'opposent, donc il faut les tuer. Donc ça, c'est le premier grand défaut des Lumières, c'est que l'application de la raison critique à tout, et notamment à toutes les traditions, aboutit à vouloir faire une société artificielle, et pour maintenir cette société, on va mettre en place la terreur. Donc ça débouche sur la violence. Le deuxième critère, le deuxième grand défaut des Lumières, c'est que comme le nom l'indique, on dit les Lumières c'est très bien parce que c'est mieux que l'ignorance. Alors bien sûr, évidemment que c'est mieux que l'ignorance, c'est mieux que les ténèbres. Mais ce sont des lumières qui n'ont pas de chaleur. Ce sont des lumières froides, glacées. Ce sont les lumières du calcul mathématique, si vous voulez, c'est totalement froid et glacé. Hein. On peut tout à fait être parfaitement rationnel et être inhumain. Alors on peut prendre un exemple très facile d'ailleurs. Hein. Imaginons un jeune homme qui habite dans un immeuble et il sait qu'au-dessus de lui habite une vieille dame qui a beaucoup d'argent. Elle planque son argent sous son matelas. Il se trouve qu'il sait, parce qu'un jour elle lui a fait une confidence, je ne sais rien. Bon. Mais comme il est utilitariste et qu'il fait du calcul économique, n'est-ce pas, et qu'il n'y a aucune autre valeur pour lui, la religion ne compte pas, etc., et la morale se ramène à l'utilitarisme, il se dit, il faut que je fasse un crime parfait, je vais assassiner la vieille, et je vais lui piquer son fric. Si j'y arrive, je suis d'abord très intelligent, donc je suis fier de moi, et je vais être très riche. Donc je suis aussi fier de moi pour une deuxième raison. Je suis intelligent et je suis riche. Et moyennant quoi j'ai assassiné quelqu'un au passage. C'est un peu le thème d'ailleurs, c'est le thème d'ailleurs de ce livre extraordinaire qu'a fait Dostoïevski, Crime et Châtiment. Vous avez effectivement Raskolnikov qui se dit, il va assassiner une vieille usurière. Et il dit, je travaille pour l'humanité parce que l'usure c'est très mal. Donc quand je tue une usurière, je fais du bien à tout le monde. Oui, mais enfin, entre-temps, il a assassiné quelqu'un. Bon, mais il essaye de rationaliser ça et de le calculer. Donc ça veut dire une chose, c'est que le calcul humain poussé jusqu'au bout, même de façon très intelligente, s'il n'y a pas de sens moral derrière pour le freiner, ça débouche vite sur la barbarie. Et c'est tout le problème d'ailleurs du nazisme et du communisme aussi, qui se voulaient des idéologies scientifiques en disant mais nous on fait que de la science, c'est tout, on n'a pas de préjugés, on fait de la science. Et au nom de la science, nous pensons qu'il faut faire telle guerre, massacrer tel peuple, etc. Ou telle classe. Donc ce sont des lumières sans chaleur, et dans une société dominée par les lumières, ce qui compte c'est de connaître les procédures. Donc ça devient une société juridique, effectivement. Ce qui devient très important, ce sont les procédures, les tribunaux, et connaître les procédures est considéré comme beaucoup plus important que connaître les hommes. Et là vous retombez encore sur le défaut de la classe politique occidentale. Il n'y a pas que les énarques français. La classe politique occidentale, en général, c'est des juristes, c'est des gens qui connaissent bien les procédures, mais ne connaissent pas les hommes.
parce qu'ils n'ont pas fait de psychologie, ils n'ont pas fait d'anthropologie, en général ils sont athées, ensuite l'histoire ils ne connaissent pas, donc tout ce qui leur permettrait de mieux connaître la psychologie humaine, ils ne le connaissent pas. Par contre, ils connaissent bien le droit. Mais le droit sans la psychologie humaine, ça fait toujours un mauvais gouvernement, hein. Ça ne suffit pas pour faire un bon gouvernement. Donc ça, c'est le deuxième grand défaut des Lumières, cette absence de chaleur. Troisième grand défaut, c'est que la philosophie des Lumières est une philosophie qui est tout ce qu'on voudra, mais sauf démocratique. Parce que l'idée, c'est que seuls ceux qui ont des Lumières ont bien sûr le droit de s'exprimer et de décider pour les autres. Les autres, ils sont dans les ténèbres, et il faut leur imposer les Lumières s'ils n'en veulent pas. Et vous retombez sur l'autoritarisme de la Révolution française, c'est ça. Nous, moi Robespierre, j'ai des Lumières, vous n'en avez pas, donc obéissez-moi. Vous voulez pas m'obéir, ben, je vous coupe la tête. Et on retrouve ce type de raisonnement, si vous voulez, dans pratiquement tous les processus révolutionnaires, qui sont des révolutions dirigées par des athées rationalistes, des scientistes. Donc voilà, donc les Lumières, si vous voulez, elles ont un bon côté, parce que dans la mesure où elles consistaient à dire il faut, disons, les connaissances sont une bonne chose, et l'absence de connaissances, l'ignorance est une mauvaise chose, on est bien tous d'accord là-dessus, c'est évident. Mais les Lumières qui s'attaquent aux traditions, ça se retourne contre l'être humain. Les Lumières qui n'ont pas de chaleur, ça se retrouve contre l'être humain. Et la lumière purement élitiste, qu'est-ce qu'on fait des autres hommes? Les malheureux, ils n'ont pas suffisamment de lumière, donc ils n'ont droit à rien, quoi. Enfin, c'est tout. En plus, c'est contre la démocratie, ce qui est paradoxal, alors que ceux qui se réclament des Lumières disent justement qu'ils sont les grands défenseurs de la démocratie. Alors cette lumière a été portée, malheureusement, je dirais, par l'Occident aux Russes. Parce que l'Union soviétique, c'est en fait une colonisation mentale de la Russie par les Lumières occidentales. Parce que la philosophie des Lumières n'a jamais été une tradition russe sur le plan philosophique. Elle est venue de la France, malheureusement, comme vous le savez, à partir de Descartes, puis elle s'est développée avec Voltaire et Rousseau. Les Allemands l'ont assez largement repris aussi, notamment avec Kant, et les Anglais, bien sûr, les Anglais ont développé la philosophie utilitariste, hein, donc ils sont un peu à la base du monde actuel sur le plan philosophique. Et d'ailleurs, il y en a un qui savait très bien ce qu'il disait, parce que ça, il avait une certaine culture dans son propre domaine, c'était Lénine. Et Lénine dit dans son livre, un livre très intéressant pour voir l'essence de la pensée communiste, je confonds toujours avec l'État et la Révolution, mais c'est... ah si, c'est l'État et la Révolution, je crois justement. Dans l'État et la Révolution, Lénine dit « La pensée de Marx est la plus juste, la plus vraie, parce qu'elle combine les trois plus belles conquêtes intellectuelles de l'esprit humain, à savoir l'économie politique anglaise, la politique socialiste française et la philosophie allemande. » Il a fait la combinaison des trois, il aboutit à une philosophie qui est parfaite. Et donc nous, on va essayer de l'appliquer en Russie. Voilà. Mais c'est un produit, évidemment, franco-anglo-allemand. Le marxisme notamment, oui. Voilà. Donc cette critique des Lumières, aujourd'hui, elle est plus nécessaire que jamais, bien sûr. Elle est faite, il y a toute une tradition de critique des Lumières, bien sûr, y compris dans la pensée française, avec toute une série de philosophes contre-révolutionnaires qui ont critiqué les excès des Lumières, et même jusqu'à l'époque moderne. Enfin, c'est pas un Français en l'occurrence, le philosophe, mais le professeur de sciences économiques était Hayek, critiquait cette philosophie des Lumières. En Angleterre, vous avez un très grand philosophe, historien plutôt, mais enfin qui a critiqué la Révolution française, qui est Burke. Edmund Burke a montré que la Révolution française était une catastrophe, il expliquait pourquoi. Mais il expliquait un peu dans les mêmes termes que je viens de vous faire ici. Il a critiqué cette philosophie des Lumières qui voulait reconstruire la société comme un ingénieur construit une voiture. On ne peut pas construire une société comme un ingénieur construit une voiture. On ne peut pas reconstruire la langue française comme on construit une maison. C'est pas vrai. C'est d'autres types d'institutions qui viennent des traditions, justement. Et c'est ça qu'on ne veut pas admettre. Mais la science sociale, dans sa forme la plus moderne aujourd'hui, au bon sens du terme, elle reconnaît que la tradition, c'est une forme d'information aussi, une forme de sagesse, et que ça vaut le raisonnement logique intellectuel. Mais dans le passé, on ne l'admettait pas aussi facilement. Alors, la thèse de Heidegger, c'est qu'on est dans le Gestell, donc l'utilitarisme. Et cet utilitarisme se caractérise par ce qu'il appelle l'oubli de l'être, c'est-à-dire qu'on oublie l'essence des choses, on oublie ce qu'est un être humain. On ne voit qu'une force de travail. On regarde une montagne, on ne s'intéresse pas à la montagne pour ce qu'elle est, et notamment pour sa beauté. On va dire à cette montagne, il y a des forêts dessus, on va pouvoir exploiter ça et en tirer de l'argent. Et puis il y a des carrières de pierre, on va pouvoir en tirer de l'argent aussi. On ne voit plus, tout ce qu'on voit dans la nature et autour de soi, y compris les hommes, n'est vu que sous cet aspect utilitariste, faire du fric. Bon, et c'est ce qu'il appelle l'oubli de l'être. Une église, par exemple.
Eh bien, dans l'esprit de l'oubli de l'être, on va oublier que l'Église c'est la maison de Dieu, parce qu'on n'y croit pas évidemment. Et l'Église va être considérée comme un monument touristique qui va permettre de gagner beaucoup d'argent à des entreprises touristiques qui font visiter l'Église, par exemple. Hein. Donc, c'est-à-dire que le monument lui-même est reconnu pour tel, mais son essence échappe totalement aux touristes. Le touriste moyen, disons, qui n'a pas une culture religieuse, s'imagine que c'est une beauté esthétique. Ça l'est aussi, d'ailleurs. Mais l'essence de l'Église, qui est évidemment d'être la maison du divin, bah, ça lui échappe totalement. Donc, en fait, peu à peu, on est dans un monde qui est à la fois laxiste et tyrannique, dit Heidegger. Laxiste parce que l'ego va développer sa volonté de puissance sans aucune limite, puisqu'il n'y a pas Dieu. Vous savez, c'est la fameuse phrase, là aussi, de Dostoïevski, qui dit « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Tout est permis à l'homme-dieu, évidemment, et comme l'homme est pervers en partie, bah, évidemment, ça ouvre beaucoup de perspectives. Alors, on est laxiste à l'égard de l'ego, puisque les discriminations, je dirais même les caprices les plus fous du style mariage homosexuel, etc., vont être tout à fait loués. Laxiste du point de vue de l'argent, hein, du moment que ça rapporte de l'argent, c'est très bien, allons-y carrément, il n'y a plus de limites. Et petit à petit, alors bien sûr qu'il y a des limites hein, dans le droit, mais petit à petit, ces limites sont reniées de plus en plus, parce qu'il y a la pression des milieux d'argent. C'est comme ça qu'on a eu des crises bancaires terribles ces dernières années. Parce que traditionnellement, il y avait dans le monde de la banque, on opposait les banques d'affaires et les banques de dépôt. Les banques d'affaires prenaient des risques, mais leur argent venait de grands capitalistes, si je puis dire, donc elles pouvaient prendre des risques. Et les banques de dépôt, c'était les petits épargnants comme vous et moi. Bon, elles ne faisaient pas d'affaires dans ce sens-là. Elles pouvaient en faire de façon très 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 limitée, etc. Parce qu'on ne voulait pas qu'elles prennent trop de risques pour être dangereux pour les épargnants. Et puis ces dernières années, dans tous les pays occidentaux, on a supprimé cette distinction. Et puis ensuite, on a fait de la spéculation à partir des banques de dépôt, etc. Et puis il y a eu comme ça des millions de gens qui ont été ruinés aux États-Unis quand il y a eu la crise dite des subprimes. Laxiste, donc en matière de liberté de l'ego, laxiste en matière d'argent, laxisme en matière aussi de technique. Tout ce qui est technique doit être permis, peu importe, tout est bien. Et par contre, il faut supprimer les racines parce que ça pourrait limiter l'utilisation de la technique sans limite. Et puis enfin, laxiste au niveau, je dirais, des personnes aussi et des masses. Et là, on retrouve cette mythologie, si vous voulez, des droits de l'homme qui finit par autoriser n'importe quoi. Alors, je prends le dernier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est tellement énorme qu'il crève les yeux, si je puis dire. Dernier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, la France est condamnée. Bon, pourquoi? Parce que il y a des pirates en Somalie. Des pirates qui s'attaquent aux bateaux, et puis ils s'emparent des bateaux et de la cargaison, et ensuite ils vont la vendre ailleurs, etc. Et parfois ils tuent l'équipage. Bon. Pour lutter contre ces pirates, l'armée française a envoyé la marine nationale, donc on a des bateaux de guerre qui sont là-bas. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Et il se trouve qu'un de nos bateaux de guerre a capturé des pirates. Ils sont emparés de leur barque, enfin ils sont dans des barques généralement, mais ils sont armés évidemment. On a réussi à s'emparer d'eux, on les a mis à fond de cale, et puis ils sont restés là quelques jours, le temps que le bateau rejoigne un port. Dès que les pirates ont atteint le port, ils sont allés voir des avocats, et les avocats leur ont dit qu'ils avaient des droits à défendre, parce qu'il est marqué dans la Charte européenne des droits de l'homme que quelqu'un qui est arrêté par la police doit être, dans moins de 24 heures, transféré à un juge. Il doit pouvoir rencontrer un juge. Sinon, c'est une violation de ses droits. Alors évidemment, le type qui a rédigé ce texte dans la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas pensé au bateau en pleine mer. Parce qu'un bateau en pleine mer, pour aller retrouver un juge sur la corne de l'Est de l'Afrique, il faut quand même quelques journées. Et alors, eh ben, ça n'a pas du tout, je dirais, entamé les certitudes toutes faites des juges de la Cour européenne des droits de l'homme qui ont jugé que la France était coupable, puisque ces pirates n'avaient pas pu être déférés au juge dans les 24 heures. Et nous sommes condamnés actuellement à verser 500 000 € à chaque pirate. Ce qui est quand même pas mal, sur les fonds des contribuables, hein, évidemment. Voilà le genre d'aberration auquel on arrive. Alors donc c'est laxiste. Le Gestell, il est laxiste et il laisse la porte ouverte, disons, au crime et à la délinquance de façon... C'est pour ça que le crime et la délinquance se développent d'ailleurs, parce que, vous savez, le nombre de crimes et délits en France a quintuplé depuis mai 68. Alors qu'entre 1945 et 1968, ce chiffre était stable. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais il s'est passé la mise en place de ce Gestell, de cette idéologie, de cette mentalité, de l'idée que la morale ne sert à rien, etc. Et on a le résultat que l'on devait avoir. Mais en même temps, il est laxiste, mais en même temps, il est tyrannique, le Gestell. Parce que, par exemple, il pousse à l'égalité, absolument, il y a une tyrannie égalitaire. Donc, on va
Enfin, on va faire ce que font les socialistes, quoi, hein, si vous voulez, pour égalitariser les situations de tout le monde. On voudra que tout le monde ait des diplômes, qu'il n'y ait plus de sélection à l'université. On voudra évidemment, par des impôts, détruire les patrimoines familiaux et ceux qui ont un peu plus de richesse que d'autres. La tyrannie technique, oui, alors bien sûr, dès que c'est technique, c'est bien, donc on va vous imposer n'importe quoi au nom de la technique, même si c'est aberrant. La tyrannie des besoins, oui, ça c'est plutôt dans la vie intérieure, si vous voulez, c'est que on excite les besoins des gens avec la publicité, avec ce qu'on appelle la société de consommation. Dostoïevski a très bien étudié ça dans les frères Karamazov, et il montre que l'homme libre, en fait, c'est l'homme. On essaie de faire en sorte qu'il ait le plus de besoins possible. Donc il est enchaîné à ses besoins, et en fait il est de moins en moins libre. Parce qu'il ne peut plus se passer de cigarettes, il ne peut plus se passer d'alcool, il ne peut plus se passer de voiture, il ne peut plus se passer de télévision, etc. Sinon il est malheureux. Est-ce que c'est ça la liberté de l'homme? Dostoïevski dit, non, c'est le contraire, hein, c'est l'esclavage intérieur. Donc on est dans un monde qui est en fait tyrannique et qui détruit la liberté de l'homme en réalité. C'est ce qu'avait très bien vu Berdyaev d'ailleurs, qui dit l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il est créateur, il est capable de créer des choses, l'homme, comme Dieu. Puisque l'homme peut créer la 5e symphonie de Beethoven, peut créer la Pietà de Michel-Ange, enfin toutes sortes de... Je prends des exemples artistiques, mais peut créer aussi des voitures, bon, qui n'existaient pas avant. Donc il peut créer des choses nouvelles, ce que l'animal ne peut pas faire. Donc il est comme Dieu de ce point de vue-là, limité bien sûr. Mais il a un pouvoir de création, de compléter la création faite par Dieu, si je puis dire. Et il dit, mais la création ne marche que s'il y a la liberté. Si l'homme n'est pas libre, comment voulez-vous qu'il crée, hein? S'il est soumis évidemment à des règlements qui l'encadrent complètement, à la limite il ne créera plus rien. Donc c'est la liberté. Et donc le système du Gestell supprime la liberté, il a besoin de supprimer la liberté pour imposer sa logique utilitaire en définitive. Et alors ce qui fait que ce système moderne, si vous voulez, l'immonde moderne, comme dit mon ami Mattei, il est à la fois laxiste et tyrannique. Et alors évidemment le côté laxiste, c'est ce qui lui permet de séduire les foules. En politique, on va être laxiste, on va supprimer la peine de mort, on va réduire les peines le plus possible, on va libérer les prisonniers des prisons, comme veut Mme Taubira. Je vais pris cet exemple, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Mais le laxisme, c'est fait pour séduire les gens, évidemment. Le côté tyrannique, c'est pour les mettre à raison, mais ça, c'est pas le côté séduisant. Et ça me fait penser, ce double aspect du monde moderne, à la fois laxiste et tyrannique, me fait penser au visage du diable tel qu'il a été décrit dans un roman russe, là aussi, Bulgakov, qui s'appelle Le Maître et Marguerite. Dans Le Maître et Marguerite, vous avez le diable qui apparaît dans cet ouvrage. Ça arrive souvent chez les romanciers russes d'ailleurs, qui sont très religieux. Et là, dans Bulgakov, dans Le Maître et Marguerite, le diable s'appelle Volant. De profession, il est consultant, ce qui me fait pas mal rire d'ailleurs, parce qu'effectivement, un consultant, il est responsable de rien. Et maintenant, depuis que je suis à la retraite, je suis consultant. Alors, je suis un peu inquiet, mais enfin, bon. Mais voilà, il est consultant. Et alors, il a une caractéristique, et Bulgakov insiste beaucoup là-dessus, il a un visage avec deux yeux. Un œil est vert et l'autre est noir. Pourquoi? Il a un œil vert, c'est pour séduire les hommes avec l'espérance. Le vert, c'est la couleur de l'espérance. Il va leur faire miroiter des espoirs extraordinaires. Du genre, vous serez tous des patrons, vous serez tous des Don Juan, vous serez tous des dieux, vous serez tous des rois. C'est toutes les révolutions qui viennent de là, hein. C'est cette espérance, évidemment. Donc ça, c'est l'œil vert du diable. Et puis l'œil noir, c'est parce qu'il conduit les hommes vers la mort. Il leur fait espérer des choses pour les conduire ensuite vers la mort. Bon, le communisme vous fait espérer une société parfaite et il vous conduit vers les charniers de Pol Pot et de Staline. Donc c'est assez extraordinaire, je trouve, cette idée de Bulgakov. Et vous retrouvez ça, ces deux yeux du diable, dans le laxisme et la tyrannie. Alors ça, c'est la première partie, j'en ai beaucoup parlé, je vais être plus court sur les autres parties. La deuxième partie de mon livre, c'est une réflexion sur les trois cerveaux. Je pense que c'est très important, la réflexion sur les trois cerveaux. Moi, personnellement, je mettrais ça au lycée, pour que les enfants puissent apprendre ce que c'est. Bon, je vous ai dit qu'on avait dans notre cerveau trois parties. Mais ça n'est qu'une découverte tardive de la médecine, qui ne fait que recouper des intuitions philosophiques qui existaient bien avant. Parce que les trois parties de l'âme, ça se trouve dans Platon, où il dit que l'âme humaine est composée de trois parties, le nous qui est la raison, le thumos qui est l'affect, si je puis dire, enfin les sentiments, et puis l'épitumia qui est la partie désirante de l'homme et qui l'assimile d'ailleurs à un reptile, effectivement c'est les instincts, quoi. Et alors, Platon était un des premiers à dire ça, et puis ensuite ça a été repris largement par les pères de l'Église. Si vous lisez beaucoup de pères de l'Église, notamment les pères de l'Église grecque d'ailleurs, mais enfin pas exclusivement, vous retrouvez cette théorie des trois parties de l'âme. Avec l'idée d'ailleurs qu'il faut discipliner les trois parties, qu'il y a des péchés qui correspondent à la raison, des péchés correspondant aux sentiments et des péchés qui correspondent aussi à la partie instinctive, avec l'appel à la nécessité de discipliner la partie instinctive, et puis de tourner la partie affective vers l'amour et pas vers la haine.
Parce que le problème de la partie affective, c'est ça. Est-ce qu'elle est tournée vers l'amour ou vers la haine? Si elle est tournée vers la haine, elle s'éloigne de Dieu. Si elle s'est tournée vers l'amour, elle se rapproche de Dieu, puisque Dieu est amour. Bon. Et puis, quant à la raison, eh bien, la raison aussi, elle doit subir, disons, une certaine discipline pour ne pas imaginer n'importe quoi et détruire les autres parties de l'âme. Donc, cette théorie des 3 parties de l'âme que vous retrouvez chez les pères de l'Église, beaucoup chez les orthodoxes notamment, mais enfin aussi dans l'Église catholique, aujourd'hui, elle est, je dirais, confortée par les théoriciens, enfin, pas les théoriciens, les médecins, disons, qui ont étudié le cerveau. Et le plus grand, c'est un Américain qui s'appelle MacLean. Il y a un livre qui s'appelle en France, d'ailleurs, les 3 cerveaux de MacLean, où il explique donc qu'on a 3 cerveaux. Et alors là, on peut voir plusieurs types de sociétés, selon la manière dont ces cerveaux vont s'articuler entre eux. C'est-à-dire que la civilisation, c'est l'alliance du cerveau affectif et du cerveau intellectuel pour discipliner les instincts. Le 3e cerveau, donc. Et alors, le cerveau affectif, on peut l'appeler aussi le cœur. Enfin, dans les écrits des pères de l'Église, c'est ce qu'on appelle le cœur. Faire rentrer la raison dans le cœur pour discipliner les instincts. La raison et le cœur, s'ils sont associés, effectivement, c'est le développement de la civilisation. Mais vous avez d'autres combinaisons possibles. Une combinaison peut être d'associer les instincts et le cerveau affectif, qui devient haineux à ce moment-là, pour laisser tomber toute la partie rationnelle, et à ce moment-là, vous avez la sauvagerie. Vous avez des sauvages, des gens qui sont des brutes, etc., qui se tuent entre eux, etc. Ils n'ont plus aucune... La raison a disparu, et c'est l'association des instincts et d'un cerveau affectif mal orienté, si je puis dire. Puis vous avez une 3e combinaison, et qui est peut-être probablement plus diabolique que la sauvagerie, moi, ce que j'appelle la barbarie. Alors la barbarie, c'est l'association de la raison et des instincts contre le cœur. Et ça, c'est le monde moderne. C'est exactement le monde moderne. Le monde moderne passe son temps à dire quoi? À dire, faut libérer vos instincts. C'est Freud, hein, libérez vos instincts, etc. Ils sont toujours brimés par la société bourgeoise, la morale, etc. Libérons-nous de tout ça. Et celui qui a été le plus loin, qui même a fini par faire peur à ses copains révolutionnaires, ils l'ont flanqué en tôle. Bon. Parce que ça conduisait à des crimes, évidemment. Les instincts, c'est les instincts du crocodile, hein, si vous voulez. C'est donc, ça peut conduire très facilement au meurtre, effectivement, à partir du moment où il n'y a plus aucun contrôle. Donc on dit qu'il faut libérer les instincts. Et puis le deuxième grande catégorie grande leçon du monde moderne, c'est de dire la raison, c'est ce qui fait de vous un dieu. Donc vous n'avez pas besoin de Dieu, évidemment. Et la raison, rien ne vaut la raison. D'ailleurs, vous avez ça dans l'hymne L'Internationale. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la phase, il y a les paroles de l'Internationale. Il n'y a rien au-dessus de la raison. Bah si, il y a des choses au-dessus de la raison, notamment les traditions. Bon. Mais ça, c'est ce qu'on ne veut pas admettre, évidemment, dans le monde moderne. Et comme les traditions, elles s'appuient sur le cœur, en fait, hein, que ce soit la famille, elle s'appuie sur le cœur d'abord, pas sur le coefficient intellectuel, je veux dire. On peut avoir une famille aimante et qui élève bien ses enfants, et qui soit d'un niveau intellectuel moyen, c'est parfaitement possible. Mais par contre, on peut avoir une famille où le niveau intellectuel du père et de la mère sont extraordinaires, hein, genre Einstein, mais qui n'ont pas de cœur du tout. Et ça fera une famille qui éclatera, qui probablement d'ailleurs divorcera d'ailleurs. Enfin bon. Donc on voit bien l'importance du cœur. Or, dans la civilisation occidentale moderne actuelle, le cœur, il est complètement marginalisé, considéré comme bourgeois, réactionnaire, voire fasciste. Bon, et on ne défend que les 2 autres parties du cerveau, c'est-à-dire la raison et les instincts. Alors ça, c'est vraiment quand même... oui, je disais, il y a 7 erreurs dans le monde moderne, si je puis dire, comme dans le jeu des 7 erreurs. C'est d'abord de croire que l'homme est bon par nature. Parce que l'homme, il est pécheur par nature. Il est bon, mais il est aussi méchant. Et on le sait bien, il suffit de voir l'histoire des hommes pour voir qu'il est les deux. Et comme le disait très bien Hayek, il dit ce qui a rendu les hommes peut-être un petit peu meilleurs au cours des siècles avec la civilisation, un petit peu meilleurs. Bon, pas évident d'ailleurs. Bah, c'est pas la raison individuelle. La raison individuelle ne rend pas meilleur. Hein. On peut être tout à fait intelligent et être un criminel. Ça, c'est 2 choses. C'est pas du tout impossible. Il dit c'est là où Victor Hugo se trompait. Victor Hugo disait ouvrez une école et on fermera des prisons. C'est pas vrai. Al Capone, il a été à l'école, hein, probablement. Je pense que c'est Staline aussi. Bon. Donc, ça n'a rien à voir. Alors, donc, l'homme bon. Le mythe de l'homme bon qui est développé par Jean-Jacques Rousseau et qu'on retrouve tout le temps, plus ou moins, dans la psychologie, notamment de gouvernance socialiste actuelle. C'est pas vrai. L'homme n'est pas bon par nature. Deuxièmement, c'est que la raison individuelle, disons, logique, calculatrice, doit s'appliquer à tout. Bah, c'est pas vrai. Parce que les traditions, justement, elles ne sont pas forcément rationnelles. Et pourtant, l'expérience montre qu'elles sont indispensables à l'épanouissement de l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas la raison abstraite qu'il faut suivre, c'est l'expérimentation, l'expérience, comme dans la science d'ailleurs. Parce que la science, c'est aussi l'expérience, ce n'est pas la raison pure. 3e erreur, c'est marginaliser le cœur. Le cœur n'a aucune importance, mais le cœur, c'est la base de la morale.
Et la quatrième erreur, c'est de croire que la liberté, c'est de satisfaire tous ses besoins. Satisfaire tous ses besoins, les besoins deviennent de plus en plus importants, deviennent de plus en plus dominateurs, et vous êtes sous l'esclave de vos propres besoins. Donc il n'y a pas de liberté. La cinquième erreur, c'est l'égalitarisme, parce que ça, c'est le nivellement, et c'est la destruction de tous les talents, et l'injustice suprême. Et ça, c'est très développé chez les socialistes, bien sûr. La sixième erreur, c'est la fraternité purement abstraite, parce que pour qu'il puisse y avoir des frères, il faut qu'il y ait un père. Si vous ne croyez pas dans le père, la fraternité, ça sera quelque chose de totalement abstrait, donc qui ne jouera pas, qui n'améliorera pas la chaleur des relations humaines. Et je dirais même que cette fraternité peut devenir perverse dans la mesure où ça devient une fraternité de type mafieux, de gens qui se regroupent entre eux pour faire des mauvais coups. Bon, c'est aussi une fraternité. Hein. Bon, on trouve ça dans certaines loges maçonniques, on trouve ça dans la mafia de certains pays, etc. Et la septième erreur, eh bien, c'est de considérer que l'homme est uniquement un animal. Parce que l'homme est aussi un animal, bien sûr, mais il n'est pas que cela. C'est ce que dit tout le temps Heidegger, d'ailleurs, il a raison. Il y a dans l'homme une dimension qui dépasse l'animal, et ça se voit dans son comportement. Le comportement héroïque, par exemple, des choses comme ça. Il y a un certain nombre de choses chez l'homme qui fait le comportement qui consiste à rendre un culte aux morts. Ça ne se trouve pas non plus chez les animaux. Enfin, il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont quand même assez propres à l'homme. Donc l'homme est un animal, mais il n'est pas qu'un animal. Et ce qui est frappant chez les matérialistes de tous bords, d'ailleurs, c'est qu'ils réduisent toujours l'homme à l'animal. C'est ce qu'on voyait dans un autre livre que j'avais fait, Les faux prophètes. Freud disait l'homme est un animal, rien d'autre. Voltaire disait exactement la même chose, Rousseau disait la même chose, et Marx disait la même chose, tous les quatre. Bon, alors, voilà donc pour l'apport de l'analyse des trois cerveaux. La troisième partie du livre, c'est la nécessité des traditions, mais j'en ai déjà un peu parlé à travers les deux premières parties. Mais alors j'entre beaucoup plus dans le détail dans mon livre, dans 2-3 chapitres, où j'insiste beaucoup sur les apports d'un certain nombre d'auteurs qui ont réfléchi sur les traditions, qui ne sont pas forcément des auteurs très connus en France, comme l'anthropologue allemand Arnold Gehlen, par exemple, où je montre que l'homme, la nature même de l'homme fait qu'il a besoin de tradition. C'est-à-dire que l'être humain n'est véritablement sain mentalement que s'il trouve un sens à sa vie terrestre. S'il a l'impression que la vie terrestre ne sert à rien, à la limite, il se suicide, hein, puisque ça ne sert plus à rien. Donc il faut qu'il se trouve une mission, quelque part. Et c'est ce que dit Heidegger. Il dit la différence entre l'existence et la vie, c'est que dans la vie, elle n'a aucun sens particulier, tandis que dans l'existence, on a une mission. Il dit, dans le premier cas, on est jeté sur Terre par la naissance, dans l'autre cas, on est envoyé sur Terre pour accomplir une mission. Évidemment, ça transfigure tout. Et la mission va engendrer des conséquences très directes sur la nature même de l'être humain, sur la tenue. L'être humain, naturellement, il a besoin d'un système éducatif pour avoir une certaine tenue. Ce qui n'est pas vrai des animaux. Les animaux ont des instincts qui sont beaucoup mieux faits que les nôtres de ce point de vue-là, je veux dire. Ils sont dans des rails et ils ont toujours une certaine tenue. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, par exemple, moi et mon épouse, on aime beaucoup les chats. Et ben, les chats, vous verrez qu'un chat, il est toujours beau. Il a toujours une très belle tenue. Il ne se tient jamais de façon vulgaire. C'est impossible. Mais il n'a aucun mérite, je veux dire, c'est dans son système génétique. L'être humain, quand il n'a pas de tenue, ça devient vite insupportable. Et c'est pour ça d'ailleurs que les militaires, moi je crois beaucoup à l'éthique militaire, parce que l'éthique militaire élève l'homme forcément au-dessus de lui, parce qu'il y a le danger de la mort, hein, bien sûr, dans l'armée on rigole pas. Hein, bon, les bateaux c'est pareil, les marins savent bien ça. Les erreurs peuvent vous mener très très vite à la destruction. Et donc vous avez une mission, il faut vous tenir à cette mission, et cette mission va vous donner une certaine tenue. Et afin d'avoir une certaine tenue, vous serez amené à avoir un idéal qui repose lui-même sur des racines. Donc on retrouve les 4 trucs dont je parlais tout à l'heure, les racines, l'idéal, la tenue et la mission, c'est les 4 causes d'Aristote dont on parlait tout à l'heure. Alors, je parle de Burke, etc., du système des traditions du Mésil, mais ça nous mènerait trop loin, donc je vais tout de suite passer à la 4e partie, qui insiste, dans mon livre, j'insiste beaucoup sur la limitation de la raison. C'est qu'on ne peut pas, il ne faut pas faire de la raison un dieu. Ça, c'est sans doute le défaut des Occidentaux, justement. C'est beaucoup moins vrai de l'Europe de l'Est, hein, parce que l'Europe de l'Est a toujours considéré que le cœur était plus important que la raison. Et moi, quand j'étais tout jeune, d'ailleurs, j'avais tendance presque à les mépriser un peu, parce que je mettais la raison très haut. Aujourd'hui, je suis revenu un peu de cette position. Je pense que le cœur, c'est aussi important, sinon plus. Et d'ailleurs, c'est ce que dit l'Évangile. Hein. Pour l'Évangile, le cœur est plus important que la seule raison. Il y a un livre que j'ai trouvé extraordinaire, qui a un avantage d'ailleurs, c'est qu'il est à la fois catholique et orthodoxe, puisque ce livre a été écrit avant le schisme. C'est un livre de Jean Climac, qui s'appelle L'Échelle Sainte,
qui explique comment discipliner les 3 parties de l'âme. Il reprend la théorie des 3 parties de l'âme, qui en fait vient de Platon au départ, hein. Et il explique qu'il faut discipliner ses instincts, il faut discipliner son cœur aussi, pour le tourner vers Dieu et les autres, et il faut discipliner aussi la raison pour qu'elle ne délire pas, si je puis dire. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a une chose qui est assez frappante, c'est que les fous et les imbéciles ont un point commun, c'est qu'ils raisonnent tout le temps. Vous verrez quelqu'un, par exemple, qui le malheureux n'a pas la chance d'avoir un minimum d'intelligence, il est vraiment très très bête, vous verrez qu'il passe son temps à raisonner. Il fait des raisonnements qui n'ont ni queue ni tête, évidemment, des raisonnements qui ne reposent pas sur le bon sens. Ils n'ont pas de bon sens, en fait, c'est ça. Hein, et dans la folie, on retrouve des phénomènes de ce genre. Vous avez des manuels qui expliquent le comportement des fous, qui expliquent qu'il y a un fou qui dit tiens, une fourmi contient, je sais pas quoi, 1 gramme de viande. En multipliant le nombre de fourmis, on va avoir des tonnes et des tonnes de viande, et avec ça, on pourrait nourrir l'humanité, quoi. Donc il faut... voilà, ça, c'est des raisonnements de fous, évidemment, mais c'est un raisonnement, on ne peut pas dire que c'est pas un raisonnement. Ils raisonnent sans arrêt, mais ils raisonnent de façon folle. Donc la raison peut être folle. Et la science, ce qu'il y a de certain, c'est que la science ne nous sauvera pas. Comme je vous disais, Heidegger disait « Seul un Dieu peut nous sauver », et il complète, paradoxalement, il complète un peu Nietzsche, parce que Nietzsche était assez sceptique sur la science de ce point de vue-là. Et il a écrit une phrase vraiment prophétique, parce que c'était au XIXe siècle, et il a dit, vous savez, un siècle de barbarie commence. Il parle du futur XXe siècle qui va démarrer. Hein. Alors ça a été le cas, parce que le XXe siècle, entre Staline, Hitler, les guerres mondiales, j'en passe, un siècle de barbarie commence, et la science se mettra à son service. C'est exactement ce qui s'est passé. Le grand astrophysicien von Braun était au service d'Hitler, bon, et puis les atomistes ont été au service de la bombe atomique, etc. Bien sûr, la science est au service du bien comme du mal, hein, puisqu'elle ne fixe pas les buts de la morale, la science. Et donc la science se mettra à son service, et donc on ne peut pas se sauver par la seule science. Bien sûr que la science est utile, il ne s'agit pas de dire le contraire, mais il faut autre chose que la science, et autre chose que la science, ce sont des traditions morales. Et c'est là où j'aime bien citer cet auteur, parce qu'en plus il est très honnête, je pense, parce qu'il est agnostique, lui il ne croit pas en Dieu, mais il dit simplement les traditions ont développé des traditions morales. Enfin, le comportement des hommes sur des siècles a été sélectionné en faveur d'une certaine moralité. Si cette moralité n'existe pas, la société s'effondre. Et donc la famille, le droit de propriété, tout ça c'est le résultat de traditions. Et il ajoute, comme ces traditions ne sont pas rationnelles du point de vue de l'utilité individuelle, il y aura toujours des tendances dans la société humaine à vouloir détruire toutes ces traditions parce qu'elles apparaissent comme des contraintes et puis on ne voit pas pourquoi, on vivra en famille, on pourrait supprimer la famille après tout, on ne voit pas pourquoi il y aura le droit de propriété, on pourrait supprimer la propriété, ça vous donne le communisme. Hein, bon, et il dit, et ça, le raisonnement évidemment porte vers ça. Et il dit, et ce qui a permis de défendre les traditions contre la raison humaine et contre ses instincts, contre ses mauvais instincts, il dit, ben, c'est souvent la religion. L'institution religieuse, justement, a donné un sens sacré aux valeurs morales, qui fait que les gens se sont mis à suivre ces valeurs morales avec beaucoup plus de foi, c'est le cas de le dire, que s'ils n'avaient pas de religion. Et on dit bien un homme sans foi ni loi. La foi, les 3 grandes valeurs d'ailleurs de la théologie catholique vont dans ce sens, puisqu'elle montre bien un homme qui n'a pas de foi peut trahir du jour au lendemain. Foi, c'est fides, c'est fidélité, hein, c'est en latin à l'origine. Un homme qui n'a pas d'espérance, ben, il n'aura pas de courage, parce que si vous n'avez aucune espérance, si vous pensez que bon, tout est fichu, ben, évidemment, autant fuir l'ennemi, hein, c'est pas la peine de vous battre. Donc ça mène à la désertion. Donc la foi, l'absence de foi mène à la trahison, l'absence d'espérance mène à la désertion. Et quant à l'absence d'amour, ben, ça mène à la stérilité, dans tous les sens du terme. La stérilité, pas d'enfant, bien sûr, et puis aussi la stérilité, je dirais, au niveau des œuvres, de l'esprit, parce que si vous n'avez pas un minimum d'amour, vous ne pouvez pas composer la 5e symphonie de Beethoven ou la Passion selon saint Matthieu, ça c'est tout à fait clair. Hein. Ce n'est pas uniquement par la raison mathématique que vous pouvez créer des œuvres de cette qualité-là. Alors, conclusion, retour à l'humanisme classique et chrétien, on peut penser qu'après cette période de Gestell et les catastrophes que ça mène sur l'humanité, évidemment, les gens en tirent des conclusions et on peut penser que dans les générations futures, on va peut-être revenir à quelque chose de plus sain. Alors, c'est effectivement une question d'éducation, en bonne partie, mais cette éducation, il ne faut pas la concevoir uniquement comme l'éducation verbale, où on apprend aux enfants un certain nombre de choses à répéter, si je puis dire. L'éducation, elle vient de l'expérience de la vie.
C'est-à-dire que quand vous avez une expérience de la vie exigeante, la vie va vous éduquer, si je puis dire. Et malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. D'ailleurs, les Grecs le disaient déjà, d'ailleurs, seule la douleur enseigne à l'homme la sagesse. Bon, la Passion du Christ, c'est un peu une autre façon de voir cette idée, d'ailleurs. Hein. Mais c'est une chose que l'on constate, effectivement. Moi, j'ai beaucoup travaillé au ministère de l'Intérieur, et les hommes qui avaient souvent la plus grande qualité d'âme, pas toujours, mais souvent, c'était ceux qui faisaient les métiers les plus périlleux, par exemple les juges antiterroristes, les policiers antiterroristes, etc. Parce que vu les contraintes auxquelles ils étaient soumis, ça les obligeait à s'élever au-dessus d'eux-mêmes, évidemment. Ils devenaient héroïques, si vous voulez, d'une certaine façon. Et on observe ça très souvent. C'est pour ça que dans l'armée aussi, vous avez des types humains. Il est quand même frappant, moi c'est une chose qui m'a frappé. Moi je plaide pour qu'on mette beaucoup de militaires dans la fonction politique. Parce que la fonction politique est complètement démoralisée aujourd'hui. Et je pense que les vertus militaires permettraient de donner à la fonction politique un peu plus de noblesse et un peu plus d'honnêteté. Et je constate, c'est l'histoire récente, hein, je terminerai là-dessus, c'est que les gens qui se sont battus contre le totalitarisme, en général, c'était des grands chrétiens, et c'était des gens très attachés à toutes les traditions, et c'était aussi des grands patriotes, parce que tout ça, ça va un peu ensemble, si vous voulez. En Russie, par exemple, c'est le général Dénikine ou l'amiral Koltchak qui ont dirigé les armées blanches, qui n'étaient pas loin de vaincre les rouges et les communistes d'ailleurs, mais comme vous savez, ils ont été trahis par les occidentaux, ça c'est aussi une chose qu'on oublie un peu vite, mais l'amiral Koltchak, il a été livré aux communistes par un général français, hein, c'est pas brillant pour nous, et ce général ensuite est revenu en France, alors on a arrêté son avancement, enfin il était quand même un peu blâmé pour avoir livré le général Koltchak aux rouges bien sûr, mais il a terminé sa carrière normalement, sans plus. Bon, je dirais son nom parce qu'il n'a pas besoin d'être célèbre, mais vous pourrez le retrouver. Vous n'aurez qu'à regarder la Wikipédia de l'amiral Koltchak et puis vous verrez quel est ce général français félon qui a fait ça, avec l'appui d'ailleurs des Tchèques, mais des Tchèques envoyés donc par l'Occident pour lutter contre les communistes. Et ces Tchèques ont trahi de la même manière. Bon. Donc les Blancs ont été trahis par les Occidentaux, hein, c'est quand même... D'ailleurs, Lénine, tout le monde sait qu'il a réussi à pénétrer en Russie grâce à l'appui du gouvernement allemand de l'époque, qui pensait faire un très bon coup, en se disant Lénine, c'est un poison violent, il va tuer le tsar, et d'ailleurs ça a été le cas, il va tuer l'armée russe, et pour l'Allemagne, ce serait évidemment un gain politique gigantesque. Sur le moment, ça a été vrai, il y avait près de Brest-Litov, les Russes se sont retirés de la guerre, et les Allemands, ils ont gagné sur le front Est, mais ils n'ont pas gagné sur le front Ouest. Bon, mais ils ont gagné notamment en flanquant Lénine en Russie. Donc je veux dire vraiment les Occidentaux au sens large, hein, ça ne vise pas que les Français et les Anglais bien sûr, ils ont tout fait pour que le communisme réussisse. Alors je disais donc Koltchak, Dénikine en Russie. Bon, si vous prenez en Allemagne des grands héros qui ont vu que Hitler menait leur pays d'ailleurs à la ruine et commettait des crimes contre l'humanité, vous avez le colonel von Stauffenberg, aristocrate, profondément catholique, et profondément patriote et traditionnaliste. Bon, même genre que l'amiral Koltchak, hein, c'est le même genre d'homme finalement, c'est créé par la tradition finalement, tradition prussienne. Bon, dans l'autre cas, c'est la tradition des cadets de l'armée rouge, hein, mais l'armée russe. La famille Scholl avant, s'est inspirée oui, de Sophie Scholl. Tout à fait, vous avez raison, qui elle était de Munich. Et vous avez, je pensais aussi à, comment il s'appelle, un autre Allemand d'ailleurs, l'amiral Canaris, oui, lui qui était dans les services secrets nazis en plus, mais qui a tout fait pour essayer de s'opposer à Hitler. Il a été d'ailleurs flingué, si je puis dire, dans un camp de concentration. Du côté français, je parle uniquement de la Seconde Guerre mondiale, hein, par prudence, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le personnage, mais enfin le général de Gaulle c'est quand même le chef de la résistance française, et il est quand même, même si on ne l'aime pas, c'est quand même un catholique de tradition, c'est pas un communiste ou un socialiste que je sache. Bon. Et l'amiral d'Argentlieu, qui était son plus proche ami, lui il était carme en plus, il était moine et officier de la... Oui d'ailleurs, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de jeux de mots sur lui, on l'appelait Carmel Naval, parce qu'il était à la fois amiral et carme, et puis on l'appelait aussi... comme il s'appelait Thierry d'Argentlieu, on l'appelait Tiens-lieu d'Argenterie, tellement il avait de décoration. Enfin, tous ces gens-là ne sont pas des socialistes, des radicaux socialistes, ce sont des militaires, ce sont des chrétiens, ce sont des gens de tradition. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai tendance à penser que si on pouvait... alors je vous dirais aussi des choses que je ne mettrais peut-être pas forcément par écrit de façon aussi facile, mais parce que là aussi il y a des polémiques immédiates qui exploseraient, mais on peut quand même, peut-être, même si on n'est pas d'accord sur tout, tirer un coup de chapeau au général Franco, je suis désolé, mais que De Gaulle admirait d'ailleurs. Franco, c'est quand même un homme qui s'est opposé à Hitler, donc il a rendu un sacré service aux Occidentaux, hein, parce qu'il a empêché Hitler de passer par l'Espagne et d'envahir l'Afrique, et Hitler était foudrage d'ailleurs. Bon.
Et ensuite, Franco, il a sauvé l'Espagne du communisme, quand même, hein, c'est pas rien non plus. Bon, et ensuite, il a mené l'Espagne sur la voie d'un développement économique extraordinaire, alors que c'est un pays complètement sous-développé au départ. Bon, donc il a fait quand même si... Alors c'est vrai, il a maintenu une dictature, ça c'est exact, mais il n'a pas fait que du mal. Bon, et là aussi, c'est un officier chrétien catholique, ça, il n'a jamais commis, il a tué beaucoup de gens, ça c'est vrai, parce qu'il y avait une guerre civile, mais il n'a jamais commis les massacres de Staline ou d'Hitler, ça n'a vraiment rien à voir, on ne peut pas faire la comparaison. Et je dirais, on pourrait étendre d'ailleurs la comparaison que je viens de faire au général Pinochet, pareil, n'est-ce pas, qui est un général, alors évidemment, il a tué des gens, parce que quand vous faites un coup d'État, vous tuez les gens. Bon, mais cela dit, Pinochet a sauvé le Chili du communisme. Il a rétabli l'économie chilienne, il en a fait un pays très prospère alors que les gens crevaient de faim. Bon, c'est quand même rendre des sacrés services à l'humanité. Et il n'a jamais fait ce qu'ont fait Pol Pot, Robespierre, Staline, enfin tous les tyrans révolutionnaires, parce que c'était un général qui avait une certaine éthique d'origine chrétienne, quoi, qui l'empêchait de faire quand même des crimes de cette taille-là. Voilà, donc je voudrais conclure là-dessus en disant que, bien sûr, je ne prétends pas que la morale militaire résoudra tous les problèmes, mais en tout cas, si on en mettait un petit peu plus dans notre société qui ne s'intéresse qu'à l'argent et à rien d'autre, eh bien, ça serait peut-être mieux pour nous tous. Voilà. Bonsoir, monsieur Bleu. Oui, pardon, madame. À vrai dire, vous avez très bien résumé le cursus que vous avez fait suivre durant l'année 2013-2014. Bah oui, c'est le livre. Voilà, oui. Avec l'homme défiguré par l'esprit des Lumières. Me permettez-vous d'apporter 3 petites incises. La première, c'est que vous avez donné l'exemple comparatif et avec la statue de la Russie et cette femme qui lève une épée. Donc c'était pour que les Russes aillent servir. Et quand on voit la statue de la liberté, on peut monter dans sa tête, c'est finalement pour se servir avec l'argent. Ça, c'est un petit résumé. La deuxième, vous avez pris l'exemple du fou qui avait justement choisi la fourmi avec 1 gramme de viande pour nourrir l'humanité. C'est pas du tout fou, parce que je peux vous dire que le Moloch hérissé, qui vit dans le désert de Simpson, en Australie, par 40 degrés, trouve dans les fourmis de quoi boire et de quoi manger. Donc le fou se prenait pour un Moloch hérissé. Ce n'est pas tout à fait un exemple à prendre. La deuxième, vous avez dit qu'en vieillissant, il fallait que le cœur submerge la raison. J'aime beaucoup la phrase de Victor Hugo qui a dit « Le devoir des lions est de vieillir tout. » Je vous remercie. Je suis d'accord avec vous, sauf peut-être sur le dernier point. D'abord, je crains qu'un tigre reste tigre toute sa vie et le lion aussi, donc il ne changera pas. Le tigre, c'est pas du tout comme un lion. Le tigre est vraiment un tigre. Tandis que le lion, il fait travailler la lionne pour tous les cas difficiles. Ça, et vrai. Lui, après, il va prendre sa part. C'est vrai qu'il est un différent. gros paresseux de la savane. C'est un paresseux, oui, c'est exact. C'est vrai. C'est pas faux. Bien. Oui, une autre idée qui n'est pas dans mon livre cette fois-ci, mais que j'aurais bien remis dans le livre s'il fallait le réécrire. J'aurais consacré peut-être un passage à Shakespeare, qui est quand même pas n'importe qui, parce qu'il y a dans Shakespeare, et notamment dans Le Marchand de Venise, il y a un passage extraordinaire où il y a un riche marchand qui cherche le gendre idéal. Et alors, il fait poser dans son grand salon 3 petits coffrets. Et il demande au prétendant de sa fille de choisir un de ces coffrets. Alors, le premier qui s'avance, qui est un Maure en l'occurrence d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, ça se passe à Venise, faut dire, donc c'est un peu logique. Et le premier qui s'avance, alors il voit les 3 coffrets, il y a un coffret en or, un coffret en argent, un coffret en plomb. Alors le coffret en or l'attire évidemment parce que c'est le plus beau. Et puis il y a marqué devant le coffret me choisira celui qui cherche ce que tout le monde désire. Il dit ce que tout le monde désire, mais c'est la belle Portia, c'est la jeune fille en question. Tout le monde la désire. Donc effectivement, c'est mon cas. Il ouvre le coffret, et la réponse c'est vous êtes une vulgarité insoutenable, vous avez les idées de la masse, vous voulez ce que tout le monde désire, vous êtes un pauvre type, sortez immédiatement de ma maison, je ne veux plus vous voir. Bon, alors il est complètement dépité. Ensuite, il y a le deuxième prétendant qui, lui, arrive devant le petit coffret en argent. Alors, le coffret en or, bon, il y a c'est tout qu'il y a un problème. Et là, il y a marqué devant le coffret en argent « Celui qui me choisit aura ce qu'il mérite ». Il se dit « Mais c'est tout à fait moi. Moi, j'ai plein de mérites.
Moi, j'ai des diplômes. Moi, je suis un type formidable. J'ai réussi dans la vie. Donc, j'aurai ce que je mérite, c'est-à-dire la belle Portia, justement. Alors, il ouvre le coffret, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il y a son reflet dans un miroir, mais un miroir déformant, où on voit un niais. Quelqu'un qui est complètement niais. Et il y a marqué à côté, vous ne croyez qu'en vous-même, vous êtes d'une niaiserie insupportable, vous pensez à vos mérites, à vous, il n'y a que vous qui comptez, moi, je. Mais pour ma fille, je veux pas un type pareil, enfin c'est épouvantable, il n'aura jamais aucun amour pour elle, puisqu'il s'aime tellement lui-même. Éliminé. Donc celui qui ne croit qu'au mérite est aussi éliminé. Bon. C'est un peu la société moderne, hein, parce que bon. Et puis alors le troisième justement, c'est le coffret de plomb. Alors là, c'est un beau chevalier, évidemment, forcément pour les gens qui arrivent. Il voit le coffret de plomb, il choisit tout de suite le coffret de plomb parce qu'il y a marqué devant, celui qui me choisit doit oser et risquer, doit donner et risquer tout ce qu'il a. Et là, il ouvre le coffret et il y a le portrait de la jeune fille à marier. Parce que là, c'est le vrai genre, parce que c'est quelqu'un qui est capable d'oser, de risquer, de donner tout ce qu'il a. Il a donc une âme, une belle âme, et je veux ce type pour gendre, dit le marchand vénitien. Ben, c'est un peu ça, si vous voulez, le Gestell, c'est les deux premiers coffrets, quoi. Je dirais le premier coffret, ben, c'est le coffret de la vulgarité absolue, le deuxième coffret, c'est celui de l'oligarchie, finalement. Elle a des mérites, l'oligarchie, bon, mais elle ne croit qu'en elle-même, c'est tout. Et puis le troisième, ben, c'est les vertus héroïques, finalement, qui peuvent être religieuses, qui peuvent être militaires, qui peuvent être autres, d'ailleurs, hein, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Voilà. Oui? Privilégier des accords. Je pense qu'il faut vieillir lion, c'est-à-dire être irréductible à ceux qui veulent notre peau, lutter contre, c'est ça, être lion, être irréductible, ne pas, comme disait Bernanos, si nous ne nous aurons pas vivants. C'est d'une actualité brûlante aujourd'hui, face à certains problèmes, face à l'euthanasie qui se profile. Donc j'espère vieillir lion d'une façon, c'est-à-dire de ne pas céder à ceux qui veulent notre peau. Il y en a dans le monde. On peut difficilement vous contredire sur ce point. Oui, madame? Oui, monsieur. Vous avez parlé de l'Occident, avec l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Et pour la France, vous avez cité Descartes. Mais en ce qui concerne le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est une importation pour la France. Une importation anglo-saxonne, justement. Dans les deux vrais signes du terme, l'Aufklärung et l'Enlightenment. Et ce sont des protestants. Et c'est pas du tout catholique comme état d'esprit. Donc là, il y a peut-être une petite nuance à donner. Parce que l'esprit protestant, dans sa protestation utilitaire, justement, qui est, enfin, luthérienne, parce que les princes allemands, ils se sont dévergondés, ils gueulent comme je sais pas quoi, là. Ils s'adressent au pape, qui lui ne peut pas faire grand-chose sinon que les excommunier, donc il dit finalement le pape il ne sert pas grand-chose, parce que, enfin je résume un peu, c'est un peu son attitude, il ne sert pas grand-chose parce que l'excommunication là-bas tout le monde s'en fout, donc il continue à asservir leurs serfs de manière scandaleuse, etc. Donc finalement, ce n'est pas la seule raison, mais ça a été quand même une grosse raison de protestation et de départ. Oui, le lien alors, entre... Oui, je vois un lien entre le protestantisme. où on tombe dans la morale, justement, parce qu'on reste utilitaire, donc vous avez parlé de morale, mais là, dans la morale, il n'y a pas de transcendant. Je veux dire, tout le monde a une morale. Alors, elle est un peu... Bah, si, parce que tout le monde en trouve une, de toute façon, parce qu'il y en a quand même une. Chacun trouve son bien, son mal, et puis se débrouille un peu par là. C'est vrai que dans les excès, à partir du moment où, comme dit Dostoïevski, il n'y a plus de Dieu, on n'a plus de compte à rendre, donc effectivement, tout est permis, et on s'en fout. Bon, ça, c'est vrai. Cela dit, on tombe dans cet excès pour des individus, pour des masses... en fait, qu'est-ce qui compte? Pas vraiment, parce que la masse, elle se réindividualise quand elle doit penser, et elle pense quand même, enfin les gens pensent, disons. Bon. Donc ça fait l'espèce d'autolimite.
Mais bon, voilà, c'était simplement pour dire que la France n'est pas tout à fait, enfin quand vous parlez de l'Occident, vous mettez la France dedans, non pas que je sois absolument vive la France, Cocorico, on est meilleurs, ça n'a rien à voir, mais je crois qu'il y a quand même une différence entre les pays catholiques et les pays protestants qui, dans leur protestantisme, ont été extrêmement utilitaires pour appliquer une morale immédiate et qui perdait un peu de sa transcendance et qui finit par... voilà. Il y a du vrai, il y a du vrai, mais on ne peut pas exonérer la France de la Révolution française. Non, on n'exonère pas du tout la France. La terreur... Et dans l'esclavage, la terreur, de toute façon, c'est un mécanisme. Vous l'avez très bien dit. Dans un rapport de force, si vous voulez préserver ce que vous avez acquis, vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que vous êtes obligé de couper les têtes de tous ceux qui sont contre. Sinon, vous perdez ce que vous venez d'acquérir, à savoir le pouvoir que vous venez d'avoir, etc. Donc la terreur, de toute façon, elle fait partie du jeu, parce que ou on s'arrête avant, ou alors si on l'a fait, on ne peut pas s'arrêter, et à ce moment-là, on l'a. Bon. Donc ça, c'est mécanique. Alors, mais ce qui est pire que la terreur dans la Révolution française, c'est le véritable mobile, parce que le mobile, c'était on déboute tout Dieu, d'abord parce qu'effectivement on vient des Lumières, et puis qu'on va un peu plus loin que nos professeurs, donc l'élève se fait meilleur que le maître, et là la France a effectivement dépassé tout le monde, c'est sûr. Ce n'est pas à son honneur de ce point de vue-là, mais enfin bon. C'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté. Il y a des bons mais côtés. Il y a une logique aussi dans la théosophie, enfin je veux dire, on y arrive forcément. Alors, et la maçonnerie est quand même, enfin c'est quand même... Elle est proche du protestant. Elle est quand même protestante, enfin elle est dans ces pays-là en tout cas. Parce que, enfin, beaucoup en France aussi, mais... Certes, oui, non, certes, mais elle a un but, et c'est débuter le pape. Parce que c'est ça son but, la création, son véritable mobile. Ben oui, le pape, l'église, donc ça c'est son véritable mobile. Alors ça ne peut pas être un pays catholique, enfin de tradition en tout cas. Bon alors évidemment, dans les catholiques, il y en a qui croient pas, il y en a qui deviennent protestants, il y en a tout ce qu'on veut. Mais je veux dire par là que ça ne peut pas être né de cette terre, voilà, ça, en tant que tradition justement, parce qu'elle ne peut pas se tradition, oui. Et je pense que là, il y a une petite nuance. Voilà. Excusez-moi d'avoir été si long. Non. Il y a 3 pays qui aujourd'hui sont les plus athées, d'après les statistiques sur la... C'est la France, la République tchèque et la Suède. Alors la France, c'est lié à la Révolution française bien sûr. La République tchèque, c'est Jean Hus. Et les suites, Jean Hus, qui était un protestant au fond, mais qui a été écrasé par les armées autrichiennes, etc. Et puis après, il y a eu tout un milieu, disons, protestant et nationaliste tchèque contre les armées autrichiennes. Et l'Église catholique a été rejetée à ce moment-là. C'est vrai chez les Tchèques, c'est pas du tout vrai chez les Polonais, évidemment. Et puis la Suède, alors ça, je ne sais pas les vraies raisons, mais enfin, c'est un pays aussi complètement athée, or qui est protestant d'ailleurs, en l'occurrence. Parce qu'il n'y a pas de... Enfin, le lobby, il est protestant de naissance. Il n'y a pas de lobby catholique en tant que tel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui. Voilà. Oui, madame. Une question. En fait, moi, je suis russe. Je vis, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je vis en France. Je vais souvent, de plus en plus souvent en Russie parce que je suis écrivain, je vais voir les éditeurs et j'aime les groupes. Et je trouve que votre livre, ça tombe très bien à ce moment quand j'étais très impressionnée. On dirait qu'en Russie, il y a un grand tournant qui se passe. Les Russes commencent à se débarrasser très vite de leur complexe devant l'Occident. Parce qu'au début de la perestroïka, on était tous les yeux vers le bas, nous les plus bêtes, et on a eu partout tort. Du coup, justement, ce côté cœur, ce côté tradition ressort, et la preuve que M. Poutine, qui avait 13% de soutien il y a 2 ans, du coup, quand il s'est mis du bon côté, il en a 87 maintenant, de plus en plus. Donc, moi, je trouve que votre livre tombe très bien. Donc, ma question, est-ce que vous avez déjà un éditeur pour ce livre en Russie? Oui. Alors, justement, je vais vous faire une confidence. Alors, ça tombe, votre question tombe à point parce que il y a un mois, je vous aurais répondu autre chose. Il se trouve qu'il y a 15 jours, 3 semaines, j'étais à Moscou et j'ai été présenté au père Tikhon, qui est donc le... Oui, c'est ça, Tikhonov, donc qui est au monastère de la Sainte-Rencontre à Moscou. Et ce père a une particularité qui surprend beaucoup de gens, évidemment, c'est qu'il est le confesseur du président Vladimir Poutine.
Et ce père, qui est donc le confesseur du président Vladimir Poutine, m'a reçu et je lui ai présenté cet ouvrage. Alors pas aussi longuement qu'à vous ce soir, hein, mais enfin en quelques mots, je lui ai expliqué un peu ce qu'il y avait dedans, etc. Il m'a dit, mais c'est très bien, c'est tout à fait dans le sens de ce qui nous intéresse, et donc je vais vous éditer parce que je suis aussi éditeur. Et donc c'est le père Tchekounov qui va éditer donc cet ouvrage en russe, et il a commandé à un de ses amis, devant moi d'ailleurs, une traduction, pour que ce soit traduit cet été, et on l'aura sans doute en russe à l'automne, je pense. Et dans sa boutique, parce que c'est une Dans sa des boutique. librairies les plus C'est une grosse boutique, je crois. fréquentées. Oui, on m'a dit que c'est une très grosse boutique. Grosse maison Bravo d'édition. à Ah bah ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir, c'est sûr. Ah oui. Mais je vais vous dire aussi, c'est vrai que le gouvernement russe actuel, si vous voulez, est inspiré par des gens qui disons, peuvent nous redonner un peu espoir. Parce que par exemple, j'ai été reçu dans je vais dire un think tank en anglais, excusez-moi pour le mot anglais, mais un club de pensée, donc de réflexion, qui dépend du Kremlin, qui s'appelle ISEPR, enfin ça c'est le sigle, hein. Ça veut dire pas grand-chose. ISEPR, ça veut dire Institut des sciences, je sais plus quoi, économiques, sociales, etc. Et j'ai été reçu par le directeur. J'entre dans son bureau. Alors d'ailleurs, lui aussi, il a décidé de faire traduire en russe mon livre sur la démocratie directe. Ça les intéresse beaucoup. Et j'entre dans le bureau de ce directeur, et qu'est-ce que je vois sur le mur? Un immense portrait, vous savez, finalement c'est toujours le goût des icônes chez les Russes, donc il y a des grands portraits. Un immense portrait de Berdyaev. Alors, le philosophe Berdyaev, si certains d'entre vous le connaissent un peu, bon, on ne peut pas faire plus anti-marxiste, et plus chrétien hein, que Berdyaev, hein, quand même. Et il est mort en France, d'ailleurs, il est mort à Clamart, et il a fait un livre, alors moi j'aime beaucoup Nicolas Berdyaev, un livre qui s'appelle De l'inégalité. C'est l'anti-Rousseau, hein, je veux dire, c'est une critique systématique dans tous les domaines de la notion d'égalité, d'égalitarisme, de nivellement, etc. Et alors voir, si vous voulez, dans un institut, si vous voulez, comme ça, très proche du Kremlin, le portrait de Berdyaev, c'est un peu comme si vous alliez à l'UMP et vous verriez le portrait de Charles Maurras, quoi, si vous voulez, enfin, si je puis faire ce genre de comparaison. Bon, donc c'est intéressant de voir un peu l'orientation actuelle du pouvoir, voilà. Bah, c'est une inversion à 180 degrés par rapport à ce que ça a été. On n'espérait pas. Ouais. Voilà, voilà. Frère Thierry, je ne sais pas, encore des questions? Il y a encore d'autres questions? Une petite question. Oui. Il y a un personnage qui contredit un petit peu ce que tu as expliqué concernant l'attitude des hommes politiques vis-à-vis de la tradition, c'est Fidel Castro. Je sais que c'est un peu iconoclaste de dire ça, mais tout de même, il faut tenir compte que la révolution qu'il a faite était accompagnée par les religieux. Il y avait un aumônier religieux dans la révolution, le père Sardegna. Et ensuite, pendant toute la durée, il a été dirigeant de son pays. Il a entretenu des relations personnelles avec le pape, avec l'ordre de Malte, avec diverses congrégations religieuses. Et encore actuellement, le pape lui a réservé des visites. Et Fidel Castro a toujours entretenu des relations personnelles excellentes avec la religion catholique. Qui plus est, beaucoup de livres ont été publiés au cours de ces dernières années avec des intellectuels brésiliens avec lesquels il a eu des conversations très approfondies sur la théologie et la religion. Donc c'est un individu qui avait un comportement religieux, catholique, disons, et qui s'est comporté en authentique communiste. Oui. Donc là, c'est un personnage qui est un petit peu... C'est un cas particulier. C'est assez particulier, mais il y a des cas qui peuvent se présenter de cette nature. Donc, je ne le connaissais pas du tout, je dois dire. Moi, j'ai un ami, alors c'était un peu différent, bien sûr. J'ai un ami qui a été le conseiller économique du général Pinochet. oui. C'est Pascal Salin. Oui. Et donc, il m'a beaucoup parlé de Pinochet parce qu'il a rencontré je ne sais combien de fois. Donc, je connais mieux Pinochet que Castro. Mais toi, tu connais mieux Castro. Donc, on se complète. Sur ce sujet, c'est pour ça que On se complète. Oui, oui. Les relations entre Castro et la religion catholique sont surprenantes. J'en savais rien. Tu vois, rien du tout. Castro a quand même fait partir les congrégations religieuses de Cuba Pas à toutes. l'époque. Pas toutes. Parce que, Ah bon. mais c'est vrai qu'il a été relativement généreux, parce que j'avais un grand-oncle qui a été son professeur de philo et de maths et qui était frère des écoles chrétiennes. Non, Oui. frère des écoles chrétiennes, il était aux écoles chrétiennes. Oui, mais pas Castro jésuite. a été étudiant des jésuites en Espagne avant de partir. Il est né à Oronia. Ah, avant, oui. Oui, oui. Et enfin bon, quand il est arrivé au Cuba, il a fait ses dernières années avec les frères des écoles chrétiennes.
Et il est arrivé, et c'est vrai qu'il les a sauvés, parce qu'il leur a dit partez tout de suite, sinon vous allez tous être massacrés. Et il leur a permis de traverser l'Atlantique. Oui. D'aller en Floride. Et d'aller en Floride. Non, ils sont allés à Acapulco. Au Mexique, voilà, exactement. Donc tout le couvent des écoles chrétiennes est parti là-bas. Mais il est arrivé en Dardar, et c'est parce qu'il a reconnu son prof qu'il a dit bon, ben allez, voilà. Mais sinon, ils ont quand même été massacrés pendant la Révolution. Alors, je ne dis pas qu'il était l'auteur de tout, parce qu'évidemment, dans une révolution, les choses vous échappent. Il suivait ses troupes aussi, oui. Il a quand même laissé faire les choses. Mais il y avait lui et ceux qui l'entouraient. Certes. C'est toujours comme ça. Oui, non, c'est vrai. C'est toujours comme ça. Bon, bah, c'est des informations originales qui nous viennent, là. Hein. Peut-être. Après, je vous ai sur les oui, c'est ça. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, vous pouvez venir voir Monsieur Blot